Alors du coup, bonjour, moi je m'appelle Myriam, j'ai 22 ans et c'est pas mon premier volontariat, c'est pas la première fois non plus que je pars à l'étranger et que je pars pendant longtemps non plus à l'étranger. En fait, je fais des études d'agronomie, donc c'est des études sur l'agriculture, l'environnement, tout ça. La terre, voilà, la terre, le lait, tout ça. Et je fais des études à Montpellier dans une école d'agronomie, quoi. J'ai fait 2 années de prépa pour arriver dans cette école. Mais il y a d'autres parcours pour aller dans l'école, pas de soucis. Il fait trop peur, tu sais. Non. Et en fait, l'avantage de ce cursus, c'est en 3 ans. Et sur les 3 ans, il y a 1 an de stage qui est découpé en une première partie en première année, une deuxième en deuxième année, une troisième, 6 mois en troisième année. Et en plus de ça, tu as la possibilité de partir, de faire une année sabbatique ou une année de césure entre deuxième et troisième année. Ce qui fait que tu as vraiment la possibilité de voyager beaucoup. Et du coup, par exemple, l'année dernière, en février, j'ai un peu commencé mon voyage. Je suis partie en Erasmus au Brésil. Donc je suis partie 6 mois au Brésil en Erasmus. Et je suis partie dans une université qui faisait de l'agronomie aussi. Et je suis partie toute seule comme ça, sur un coup de tête en mode vas-y, j'ai envie de découvrir le bout du monde. Et ce qui est pratique avec les Erasmus, c'est que c'est quand même, t'as pas mal d'aides en fait, de bourses et tout. Donc du coup, t'as pas énormément de frais. Et j'ai eu la chance d'avoir vraiment assez de bourses pour me tenir tout mon voyage. Donc ça, c'était cool. Et du coup, c'est vraiment une expérience hyper forte en émotions et hyper forte en tout parce que t'es vraiment jeté dans le bain. Enfin, c'est ça un peu partir à l'étranger, t'es jeté dans le bain de toutes tes habitudes sont disparues en fait. Tout ce qui est, jusqu'à la machine à laver en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre t'arrives et en fait tout est super différent. T'es d'accord avec moi? Genre t'arrives, tes habitudes sont plus du tout les mêmes. T'arrives, la machine à laver, c'est vraiment une chose super différente et du coup tu sais même pas comment laver ton linge alors que t'as une machine devant toi quoi. Ce qui est complètement bête et même genre des fois, juste aller aux toilettes c'est une autre histoire et c'est vraiment super difficile parfois. Et du coup genre tous les jours t'as quelque chose de nouveau à apprendre, t'as l'impression d'être un enfant qui découvre la vie quoi, c'est vraiment trop cool. Et du coup comment tu as fait après pour commencer le volontariat? Et après, le déclic ou bien par quoi t'es passé pour commencer? Après, du coup, je me suis dit, après j'ai pris une année, après mon Erasmus, en fait, j'ai pris une année sabbatique, parce que j'avais vraiment envie de profiter de pouvoir voyager et de voyager. Et en fait, en année sabbatique, du coup, j'avais pas de compte à rendre à mon école. Je pouvais vraiment faire ce que je voulais, mais du coup, il fallait que je paye mon voyage. Et en fait, dans l'école, on a quand même la chance d'avoir un gros réseau de mails et tout, ou même juste des gens qui parlent bouche à oreille et tout, qui se parlent des différents projets qu'ils ont déjà fait, des différents stages qu'ils ont déjà fait. C'est comme ça que j'ai entendu parler du projet en Inde. Du coup, j'ai une fille de mon école qui a fait un projet à Pondichéry aussi, dans une autre asso, mais qui avait déjà rencontré les filles qui faisaient un projet en Inde. Dans cette asso à Cap. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas du microcrédit. En fait, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est que c'était vraiment du microcrédit. Et c'était du microcrédit, que ça avait l'air d'être quelque chose d'un peu plus suivi social et économique du microcrédit. Et c'était vraiment une chose qui venait de rentrer dans ma vie, un peu le microcrédit, en mode. Je m'étais rendu compte que c'était pas mal controversé dans le sens où il y a plein de microcrédits qui marchent pas, qui font que surendetter les gens. Et du coup, j'étais vraiment intéressée. Et notamment justement une association où tu fais du développement à l'étranger. Donc t'as fait comment? T'as postulé? Du coup, en fait, on l'a trouvé en même temps avec Clémence. Et du coup, on a juste répondu au mail, donc au contact qu'on avait, et on a expliqué nos situations. Ils nous ont demandé une lettre de motivation, un CV, et après on a eu une réponse 3-4 mois plus tard. On a eu des entretiens aussi. Par Skype aussi. D'accord. Et après, on a eu un entretien aussi. On a rencontré des membres du conseil d'administration français à Paris. Mais ça, on était déjà prises entre guillemets, et c'était surtout pour nous expliquer les réalités du terrain et nous expliquer comment. Est-ce que c'est vous qui payez votre billet d'avion pour venir ici quand vous faites du volontariat ou est-ce que c'est l'association qui le finance? Ça dépend des associations. Nous, en l'occurrence, c'est nous qui avons payé notre billet d'avion. C'est nous qui payons aussi notre nourriture et notre loyer. Ouais. Le truc, c'est qu'on est dans une association qui est à but non lucratif et du coup, je pense qu'ils n'ont pas des milliards de fonds à offrir aux volontaires.
Et donc en l'occurrence, nous on nous rembourse nos frais de déplacement sur le terrain. D'accord. On nous a payé un taxi pour venir nous chercher à l'aéroport à l'arrivée et on nous loue gratuitement des mobylettes en Inde. Juste par rapport à ça, par rapport à payer son voyage, ma situation elle est différente parce que les filles sont en volontariat alors que moi je suis en service civique. Et du coup c'est trop cool. C'est le gouvernement français en fait qui me paye 500 € par mois, il me semble. Et du coup, c'est jusqu'à quel âge le service civique? 20 ans 25 ans. 25 fois. Et c'est qu'une seule fois. C'est qu'une seule fois, ouais. Et du coup voilà, j'ai postulé à l'offre de service civique publiée par Credited People. Et voilà, pareil, entretien, lettre de motivation, tout ça. Et voilà, du coup, c'est pas Credited People qui me paye, mais c'est le gouvernement. Donc, 500 € ça suffit largement pour vivre vraiment en Inde. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça veut dire que tous les jeunes qui ont moins de 25 ans, potentiellement, ils pourraient faire exactement la même chose que toi ici. Ouais. C'est-à-dire gagner un petit peu d'argent en faisant un projet hyper intéressant et à l'étranger, quoi. Ouais. Et en plus, la particularité de mon service civique, c'est que je le fais en partenariat avec une autre association qui s'appelle Intercordia. C'est une association dont le siège est à Paris et en fait qui donne la possibilité aux jeunes de faire un service civique diplômant. C'est-à-dire que j'ai d'abord été sélectionnée par Intercordia. C'est un dossier où ils posent plein de questions et tout. Est-ce qu'on a déjà voyagé, seul ou quoi? Moi ça paraît hyper sérieux, mais vraiment, moi j'ai adoré remplir ce dossier intégré, genre pas raconter ma vie et tout. J'ai été prise. Et après, donc c'est eux en fait qui m'ont mise en contact avec Credited People. C'est comme ça que j'ai eu accès à l'offre et que j'ai été acceptée. Et le fait c'est que du coup, avant de partir, avant de venir ici à Pondichéry, j'ai suivi une formation au départ à Compiègne de 2 semaines, une formation de 2 semaines au mois de juillet, où en fait là on a parlé interculturalité, communication non violence et tout, non violente, le sens de l'engagement, plein de choses comme ça. Et au début j'étais assez sceptique, je me suis dit je vois pas comment en 2 semaines on peut m'enseigner la solidarité, ça paraissait un peu bancal. Et en fait on était une promotion de 20 jeunes et c'était vraiment trop cool. C'était vraiment trop cool dans le sens où pendant 2 semaines c'était vraiment à la fois des jeux en groupe, des travaux en groupe, des jeux de rôle, plein de choses pour nous faire réfléchir en fait au sens de notre démarche. Pourquoi s'engager, voilà, et par exemple des jeux de rôle dans des mises en situation. Du coup, juste pour finir sur Intercordia, donc il y a eu cette formation au départ, comme je disais, pour réfléchir au sens de notre engagement. Et voilà, 2 semaines c'est pas du tout assez pour tout aborder, mais ça donne plein de pistes de réflexion vraiment super intéressantes. Après, donc il y a mon volontariat sur place, donc là je suis en plein dedans. Et chaque mois, je devrais, moi je ne l'ai pas fait depuis le début, mais je devrais envoyer à mon tuteur, Intercordia, un rapport d'étonnement. C'est-à-dire, je sais pas, les éventuelles difficultés que j'ai rencontrées, les choses qui m'ont émue, ou plein de choses. C'est surtout dans le cadre de mon travail à l'association, mais ça peut aussi être des trucs plus personnels sur mon quotidien, etc. Et ensuite, à mon retour, il faut que je rédige un mémoire que je dois soutenir devant la fac de Strasbourg. Donc ça délivre un diplôme universitaire, donc Bac + 3. Et voilà. Soit j'en avais pas tellement besoin. C'est juste un plus en fait. Je trouvais que la démarche était intéressante. Et, un côté intéressant pour aborder le service civique et cette expérience. Voilà. Comment t'as entendu parler de l'Intercordia? C'est avec ma fac, parce que j'étais à l'Institut catholique de Paris en fait. Et ils ont un partenariat avec l'Intercordia et du coup voilà. Donc tu sais, ce qui est pas mal, c'est qu'Intercordia, au final, tu as plus d'offres de services civiques que des fois ce qui est proposé sur le site du gouvernement. Parce que par exemple, CAP n'avait pas les papiers qu'il fallait pour pouvoir proposer directement des services civiques. Et en fait, là, dans son cas, c'est Intercordia qui l'avait. Du coup, en fait, en allant directement à CAP, on ne pouvait pas faire de service civique, mais en étant inscrit à Intercordia, il pouvait. Et donc vous, si vous l'aviez su, vous auriez pu avoir le même chemin. Il aurait fallu qu'on s'inscrive à Intercordia. Et en fait, nous, l'idée, c'était de faire une année sabbatique en partie parce qu'on n'avait pas envie d'avoir de compte à rendre, ce qui n'était pas le cas à Intercordia, et l'autre partie parce qu'on n'avait pas envie de payer de frais d'inscription à quoi que ce soit, et qu'en fait, le fait de faire une année sabbatique nous faisait économiser nos frais d'inscription. Et en fait, c'était le même prix que les frais d'inscription à Intercordia, et donc on n'avait pas envie de payer ça. Donc on n'a pas été payé, mais on n'a pas payé. Mais on a quand même cherché dans le site des services civiques CAP pour voir si c'était possible de faire un service civique dans le CAP plutôt que d'être juste volontaire. L'avantage du service civique, c'est que tu as quand même une paye chaque mois. Et donc c'est quand même. Et puis 500 € en Inde, c'est beaucoup. Ouais.
rembourse vite. Tout est Donc fait, en fait, c'est toi la petite banque du groupe. C'est ça, ouais. Et alors toi, tu as fait les mêmes études. Oui, à peu Vous près. avez le même On chemin. a fait, moi aussi j'ai fait une prépa, donc c'était une prépa bio. Et après, je suis rentrée en école d'ingé, mais 6 mois à Paris. D'accord. Donc c'est la même chose, c'est une école d'agronomie, mais c'est donc sur l'agriculture, l'environnement, l'industrie agroalimentaire, la santé, tout ce qui touche de près ou de loin au vivant et à la nourriture. D'accord. Voilà, À la bouffe. c'est ça, à l'environnement. Et alors du coup, avant de partir, est-ce que vous aviez des peurs dans le fait de faire du volontariat d'une part, et en plus de ça, du volontariat en Inde? Non, je crois pas. Vous aviez pas de peur? Moi, j'ai pas trop appréhendé l'Inde, surtout parce que je m'attendais pas du tout à partir en Inde en fait. Je sais pas, j'étais tellement ailleurs tout le temps que le jour où on m'a dit, je sais pas, quand j'étais à une semaine de partir en Inde, même à une semaine, j'ai eu du mal à réaliser que je partais réellement en Inde, quoi. Et les gens avaient beau me dire attention en Inde, conditions de la femme, tout ça, et c'était super difficile de s'en faire une idée, donc je suis un peu arrivée en Inde sans appréhension. Ce qui était plutôt cool du coup d'avoir un regard sans appréhension de tous mes frères. Et vous aviez des appréhensions dans le fait de voyager, comme ça, de partir à l'autre bout du monde? Moi peut-être que j'avais un peu d'appréhension sur l'Inde. Après, on m'a pas mal parlé de l'Inde et on m'a pas mal dit que c'était un pays difficile, que c'était possible de voir des trucs difficiles, etc., etc. Et ça, je pense que je suis arrivée peut-être avec un peu des a priori là-dessus, certainement avec des a priori là-dessus. Après, par rapport à l'assaut et au travail, j'avais pas spécialement d'appréhension. Et c'est rigolo parce que peut-être que c'est là que j'ai eu le plus de difficultés au final. Justement de travailler avec des Indiens en fait, parce que juste on n'a pas du tout la même culture et on n'a pas du tout la même façon de réfléchir. On a beau parler anglais, si des Français parlent anglais et des Indiens parlent anglais, on n'a pas du tout la même façon de formuler nos phrases en anglais. Et c'est débile, ça peut paraître rien comme ça, mais nos réunions, déjà ça se passe en 3 langues, ça se passait en français et en tamil de leur côté, et ensuite on se partage les infos en anglais, donc ça prend 3 fois plus de temps. Et c'est vrai que au niveau de la communication, je pense que c'est ça ma plus grosse difficulté. Finalement, peut-être plus que le pays en soi. D'accord. Ou du moins, il y a aussi des difficultés dans le pays, mais c'est plus du fait de règles ou de codes que de fait de voir de la pauvreté, de la misère ou des trucs comme ça. Peut-être parce que je m'y attendais aussi, mais du coup, c'est... Est-ce que le fait d'être dans le sud, à Pondichéry, qui est quand même un peu facile, plus facile peut-être que d'autres villes, ça n'a pas joué? Peut-être que si tu étais arrivé dans le nord, là c'est vachement plus pauvre, c'était un choc, non? Oui, je pense. Je pense que ça a pas mal joué, ça a pas mal aidé. En plus de ça, Pondichéry, c'est une ville avec une grosse implantation française, donc c'est débile, mais si on a envie de trouver de la nourriture française, par exemple, on peut en trouver. Ça paraît rien comme ça, mais quand on reste 6 mois loin de nourriture qu'on connaît, ça peut finir par être pesant, quoi. Et le fait, je pense qu'on soit en coloc entre françaises, sur un super appart avec de l'espace et tout, je pense que ça m'aide aussi pas mal à apprécier, à faire que ça va, quoi. Et juste pour parler de ça, au début j'avais un peu l'appréhension, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, de vivre avec des Français, parce que quand je voyage, je fais vraiment au max pour être avec des gens du pays dans lequel je voyage et tout ça. Et j'avoue que là, du coup, travailler avec des Français et du coup aussi vivre avec eux, en gros on est 24 heures sur 24, on est ensemble et du coup on a de la chance parce que ça se passe super bien et ça se passe super bien. Mais ouais, au début c'est une question que je me suis posée, genre est-ce que j'ai vraiment envie de vivre avec des Français, de travailler avec eux, et en fait, ouais, je rejoins ce que tu disais dans le sens où moi personnellement ça m'a vachement aidé à mieux vivre mon expérience. Même si c'est pas non plus archi facile tous les jours ou quoi pour différentes raisons, mais c'est cool d'avoir des gens à la maison qui ont la même culture que moi et qui sont choqués des mêmes choses ou énervés des mêmes choses ou émus ou contents des mêmes choses, et c'est cool d'avoir des gens avec qui partager parce que l'Inde c'est vraiment hyper fort, quoi, en positif comme en négatif, juste parce que c'est différent en fait, c'est super fort. C'est très différent. Ça nous confronte vachement à nous-mêmes d'abord, je dirais, à des choses qu'on pensait acquises et qui se retrouvent bouleversées. Et ne serait-ce qu'au travail déjà, et puis même au quotidien, quoi. Et chaque jour est différent, chaque jour est surprenant, et ouais, du coup c'est cool d'avoir des gens sous la main avec qui on peut discuter de ça. Et quelque chose qui est, du coup pour en avoir déjà discuté, c'est vrai que quelque chose qui est difficile pour nous, c'est de pouvoir le partager avec nos proches en fait, parce qu'on ne trouve pas toujours les mots, ou c'est un rythme qui est complètement différent aussi, ou du coup
voilà, mais c'est formateur, c'est intéressant. Mais même les autres filles avec lesquelles j'ai parlé me disent ça, que c'est hyper difficile à partager parce que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est tellement gros ce que vous vivez. C'est la situation elle en fait. Tu peux pas juste raconter un événement puisqu'en fait tu as tout l'environnement qu'il faudrait raconter, mais raconter tout l'environnement c'est énormissime et ça prendrait un temps fou. Et puis même si tu as juste un Skype avec tes frères et sœurs ou tes parents pendant 1 heure, mais même 1 heure ça suffit pas pour raconter. Tu sais pas par où commencer, tu sais pas. Puis il y a tellement de choses qui choquent chaque jour qu'il faudrait pouvoir en discuter tous les jours pour raconter vraiment à quel point c'est tous les jours et à quel point c'est vraiment quelque chose de nouveau tous les jours. Ça fait 2 mois que je suis en Inde et j'ai l'impression que tous les jours c'est quelque chose de nouveau et tous les jours il va s'arriver de nouveau quelque chose que je m'y attendais pas du tout et c'est vraiment surprenant pour ça l'Inde. Enfin vraiment, je sais pas, genre, tu peux jamais j'ai l'impression que tu peux pas t'accoutumer à ce pays. Et alors du coup, si vous pouviez donner des conseils aux jeunes qui veulent faire la même chose que vous, que ce soit en Inde ou ailleurs, quel conseil est-ce que vous donneriez? Moi, si j'ai un premier conseil à dire, c'est vas-y, lance-toi en fait. N'aie pas peur des a priori que tu peux avoir et juste de te dire ah mince, je pars à l'étranger pendant 6 mois, que va dire ma famille, ils vont manquer, machin. En fait, juste lance-toi en fait, vas-y, tu vois. Et hésite. Si tu sais pas où chercher, par où commencer, commence juste par ton entourage et demande-leur qu'est-ce que eux ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont comme expérience, comment est-ce qu'ils l'ont eu et juste du bouche à oreille, tu vois, super rapidement tu vas trouver au moins des trucs qui vont t'intéresser et puis à la limite, creuse un peu plus vers là où ça t'intéresse un peu plus et tu vois, ça va super rapidement, il n'y a pas besoin d'avoir un réseau d'école, il n'y a pas besoin d'aller voir sur le service, si tu veux te faire des idées, tu peux aller sur le site du service civique ou même, je sais pas, je suis sûre sur internet tu peux trouver, mais par le bouche à oreille, tu auras directement le témoignage des gens qui y sont allés et ils auront sûrement plein de contacts à te donner en plus et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Moi, si j'ai des conseils à donner, ce serait qu'il y a plein de genres de volontariat. Nous, on fait du volontariat dans le développement, mais je sais qu'en France, j'ai déjà fait du volontariat dans des festivals. Et ça, c'est vraiment trop la planque parce que du coup, on a ces places de festival gratos. On a plein de bières gratos, on travaille un peu, on voit plein de concerts et on se fait plein de potes qui sont aussi bénévoles. Et donc ça par exemple c'est un super exemple de bénévolat. Il y a plein de bénévolats dans le monde, dans des fermes aussi, et qui acceptent pas forcément pour des durées de 6 mois mais quelques semaines ou quoi. Il y a le site international Woofing qui marche bien. Il y a plein d'autres volontariats en France juste dans des fermes toutes bêtes. Il y a des volontariats sur des chantiers, il y a toutes les organisations de chantiers jeunes où tu peux arriver et avec plein de jeunes aider à construire une maison, etc. Il y a des chantiers jeunes qui sont un peu axés écolo avec des matériaux de récup et tout qui sont vachement intéressants. Et sinon avec Myriam aussi en voyage on a fait un volontariat dans une auberge de jeunesse où en fait on était un peu en rade de sous et du coup il fallait qu'on se loge gratuitement. Et du coup on faisait le ménage tous les matins et on était logés gratuitement dans l'auberge de jeunesse. Là on a une amie à Pondichéry qui fait son volontariat dans un centre culturel. Donc en fait le volontariat c'est un peu où est-ce que tu as envie de travailler et limite en demandant aux gens ça peut se faire. Il y a plein de pays dans lesquels les choses sont pas aussi formalisées qu'en France et il suffit de proposer pour que ça puisse être possible. Je pense que des fois dans des associations de plongée ou des trucs comme ça, des trucs sportifs et tout, il y a moyen dans un truc de surf de travailler la moitié de la journée, d'aller surfer l'autre moitié de la journée. Il y a plein de bons plans autres qu'aller en Inde pour faire du volontariat. Et juste par rapport au côté financier aussi, il faut savoir qu'il y a plein de bourses en fait, à la fois dans les régions, dans les départements, les mairies, il y a toujours moyen en fait de trouver des sous pour un projet, qui soit solidaire ou pas, parce que je sais que dans ma ville, en tout cas à Rony-sous-Bois, dans le 93, j'en profite pour faire un peu de pub. Par exemple ma ville, elle donne des bourses aux jeunes et ça n'a même pas besoin d'être un projet solidaire, juste si tu as envie de partir avec des potes en vacances, il y a toujours moyen de, même le crowdfunding, sur un site internet, tu fais une description de ton projet et voilà, tu partages avec tes proches et tout, ils peuvent te donner des plus ou moins petites ou grosses sommes d'argent. Et vraiment, l'argent c'est pas un frein et même si tu n'en as pas assez avant de partir, comme les filles disaient, tu peux faire du volontariat sur place et même
Laetitia voyage avec un peu d'argent en poche, moi, je suis en une mode clocharde. sur les canapés des uns des autres. Et c'est ça, c'est qu'en fait les filles, j'ai dormi chez vous. Ouais. Donc voilà, moi qui suis en mode clochard, j'ai fini sur leur canapé, c'était merveilleux. Et voilà, alors ça m'a évité de prendre un hôtel, mais c'était pas le but c'était surtout de passer du temps avec elles, donc c'était génial. Et il y a plein d'opportunités comme ça. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une copine à elle chez qui j'ai passé 2 jours. Et du coup, de contact en contact, il y a toujours moyen de trouver ce dont on a besoin. Et ce qui est génial, c'est qu'on fonctionne, j'imagine pour vous c'est pareil, on fonctionne un peu sur l'économie du don, de l'échange de services, et c'est vachement plus intéressant finalement que quand il y a de l'argent au milieu. Ouais. Tu peux parler de Zelidja, peut-être que ça pourrait intéresser les gens Ouais. aussi. Ouais, c'est quoi? Zelidja, c'est une super association qui donne des bourses aux jeunes de 16 à 20 ans. Et j'en ai bénéficié du coup quand j'avais 20 ans, là j'en ai 23. Et donc c'est des bourses qui vont jusqu'à 900 €. Et les critères cumulatifs d'obtention de la bourse, c'est donc d'avoir entre 16 et 20 ans, de partir seul, minimum 1 mois, et d'avoir un sujet d'étude. Et ouais, et c'est vraiment super, et je vais pas dire que ça a changé ma vie, mais... Et oui, et donc du coup Zelidja, donc j'en ai bénéficié quand j'avais 20 ans. Et donc je suis partie en Irlande du Nord, et mon sujet c'était sur la jeunesse nord-irlandaise. Donc d'un côté les jeunes protestants, les jeunes catholiques en fait, qui héritent d'un conflit qu'ils n'ont pas vécu. Donc en fait à la base j'ai juste choisi ce sujet pour rencontrer des jeunes, mais je me suis rendu compte sur place que c'était super intéressant, du coup j'ai continué. Et voilà, si les gens me disent déjà voient la vidéo, ils vont se dire ah ouais, elle nous avait pas dit ça à l'entretien. Et du coup en fait au début, donc pour avoir la bourse, il faut préparer un petit dossier de candidature. Là ça fait vraiment sérieux, mais en soi c'est juste écrire pourquoi tu veux partir, quelles sont tes motivations, oui tu te présentes aussi, pourquoi tu veux faire ce pays, ce sujet, voilà quoi. Petit budget prévisionnel, petit itinéraire prévisionnel que personne ne respecte, mais ça fait partie du jeu. Et voilà, et ensuite tu bénéficies de la bourse du coup, donc tu pars en voyage. Et ça n'a rien à voir avec le volontariat, hein. Vraiment c'est du pur voyage en solitaire. Et quand tu reviens, la contrepartie c'est que tu dois faire des actions de sensibilisation dans les lycées pour faire connaître l'asso en fait aux jeunes. Et tu dois aussi rendre un carnet de compte pour montrer que tu as utilisé l'argent à bon escient. Bon, moi dans ma liste il y avait beaucoup de bières donc j'étais en Irlande, mais ça fait partie du jeu aussi. Tu les as vraiment mis pour le Ouais, normalement dans les pubs tu rencontres la majorité des gens, donc ça fait partie du tu peux rencontrer des gens. Non mais c'est vrai, non mais je te jure. Et donc oui, ton carnet de compte, ton carnet de voyage avec tes impressions sur le voyage, tout ça, et le rapport d'études sur ton sujet. Mais rapport d'études, encore une fois, ça fait sérieux, mais moi je l'ai fait sous forme écrite, mais il y en a qui font des films, il y en a qui font des BD, il y en a qui font des aquarelles, c'est vraiment hyper libre. Et c'est vraiment trop cool, et on peut faire 2 voyages avec eux en fait. Et du coup, en faisant des sensibilisations dans les lycées, la question qui revient le plus souvent des jeunes, c'est oui mais ok l'asso elle a l'air super et tout, mais j'ai un peu peur de partir seule. Et c'est clair que la veille de mon départ je faisais pas la fière, genre vraiment je me suis demandé dans quoi je m'étais embarquée. Et Noémie aussi en a bénéficié d'ailleurs, elle est partie au Sénégal. Tu veux venir en parler? Non? Oui? Non? Après Bobja elle est là. Et oui, et du coup c'est pour ça que je comprends tout à fait que le fait de partir seul ça fasse peur, surtout qu'un mois quand on n'a jamais voyagé loin et tout seul, ça paraît vraiment être le bout du monde. Mais c'est parce qu'on est seul qu'on n'est jamais seul en fait. Quand t'es seul, on a tous une sorte d'instinct de survie qui fait qu'on a quand même envie de rencontrer des gens, et même de manière très pratico-pratique, si tu sais pas où tu dors le soir, ou pour avoir des contacts ou juste des gens avec qui parler, de faire des potes et tout ça. Et du coup c'est vachement cool parce que ça te met en situation d'inconfort aussi, voilà, une situation que personnellement j'avais jamais connue avant, et t'as des problèmes auxquels il faut que tu trouves des solutions toute seule et tout, et tu retrouves trop foi en l'humanité, dans le sens où dès que t'as un problème en fait tu te rends compte que les gens sont prêts à t'aider et tout, donc ça c'est vraiment cool. Et aussi ça aide vachement à mieux se connaître parce qu'on est confronté à des situations qu'on n'avait jamais connues avant, donc je sais pas, je me croyais trop peaceful et tout, je me suis rendu compte que dans certaines situations je pétais vraiment un câble, genre du coup rien que pour ça tu vois, c'est super cool. Et puis juste le fait de rencontrer des gens, et ce côté d'avoir un sujet d'étude, c'est pas mal parce que ça te fait un point de chute en fait, genre tu pars à l'arrache, je suis partie à l'arrache, mais t'as ton sujet d'étude qui fait que... Quand même un câble. Ouais.
Ouais, ça donne un petit cadre cool. Voilà. Super. Ouais. Et vous parliez d'une autre manière aussi de partir. C'est ça, c'est qu'en fait avec Myriam on a... Bon, ça aussi c'est un peu par le réseau de notre école. En fait à la base il y a 2 nanas de mon école, de 2 promos au-dessus de moi, qui ont fait un volontariat avec une association de protection de tortues au Panama. Et des gens 3 personnes de la promo d'après se sont dit que ce qui serait vachement cool au Panama, en fait le principal problème des tortues au Panama, c'est que les Panaméens mangent les œufs de tortues. Et du coup, ils se sont dit que ce serait bien d'aller faire de la sensibilisation au Panama pour expliquer que les œufs de tortue, c'est pas aphrodisiaque comme on le dit, et c'est pas bon pour la santé comme on le dit, et que les Panaméens c'est pas non plus un pays très pauvre et ils ont clairement à manger autre que les œufs de tortue, c'est beaucoup plus un truc culturel. Et voilà, et donc ces 3 personnes-là se sont lancées pour créer une association, donc avec un statut d'association, et partir au Panama faire de la sensibilisation en bénéficiant des contacts que les 2 nanas d'avant avaient obtenus au Panama. Et en fait, leurs démarches n'ont pas abouti. Donc eux, ils n'avaient pas encore le statut d'association. Et donc avec Myriam, quand on a repris le truc, et une 3e copine qui s'appelle Garance, on a fait les démarches pour avoir le statut d'asso. Et grâce à ce statut-là, on a pu demander des subventions directement aux entreprises en faisant une plaquette d'association, un dossier de demande de subvention et tout. Et on a aussi pu faire un crowdfunding, donc une demande de financement participatif. Donc un truc avec une plateforme où on a fait une vidéo explicative de notre projet, un texte, et tous nos proches ou les gens qui étaient intéressés par notre projet pouvaient nous verser une petite somme, 5-10 €, et à la fin ça nous a fait un montant qui nous a permis de financer une partie de notre voyage au Panama. Ouais. Et du coup on est partis 3 mois au Panama, toutes les 3, et on a fait notre projet nous-mêmes. On avait un contact au Panama et on est arrivé, et de fil en aiguille, en fait, de contact en contact, on allait d'association de tortues en association de tortues, et on était hébergés là-bas, et en contrepartie, on travaille aussi à la protection des tortues sur les plages. Et après on allait dans les écoles, on faisait des interventions, du coup on donnait des cours de sensibilisation aux enfants, où en fait le cours entier, c'est nous qui l'avons monté, quoi. On s'est basé sur ce qu'on nous avait donné comme information sur les tortues, et notre manière d'expliquer aux enfants d'une manière notre pédagogie, notre pédagogie, quoi. Et c'était vraiment trop cool, et ce qui était trop bien, c'est comme on était vachement autonome, on a pu apprendre vraiment beaucoup, et on était obligé de prendre des décisions sur des choses, sur tout en fait, et sur qu'est-ce qu'on fait demain, où est-ce qu'on va demain, dans 10 jours, dans 15 jours, est-ce que là on accepte cet assaut ou pas, est-ce qu'on va plutôt là-bas. Et en fait, c'était à nous 3, on avait 20 ans, 21 ans, de prendre ces décisions-là. Et ça c'était vraiment trop cool, parce que t'as la responsabilité, et tu sens que c'est à toi de le faire, quoi. Puis juste d'un point de vue débile et administratif, moi du coup ce projet-là, ça a été la première fois que j'ai monté une vidéo de ma vie, la première fois qu'on avait un contact qui nous demandait écrivez-nous un devis. Du coup on est là, oups, c'est quoi un devis? Tu vas chercher sur internet, service public, c'est ça, modèle de devis ou des trucs comme ça, mais c'est basique, mais au final ça apprend plein de trucs en fait. Et puis de monter une association où à te faire les démarches sur service public.gouv et tout, et te rendre compte qu'en fait c'est possible, t'as 20 ans, t'es 2 et tu crées une asso. C'est quand même dingue, quoi. Ouais, faut pas tomber dans le piège de se dire waouh, ces filles elles sont trop cool, ou n'importe quelle personne qui vous raconte des histoires de choses qu'elles ont faites ou quoi, qui vous inspire, mais qui reste de l'ordre de l'admiration entre guillemets, dans le sens où ouais, c'est génial, ouais, c'est trop stylé, elles ont rencontré telle personne, elles ont fait telle démarche. Parce que pour nous, il y a eu plein de premières fois en fait dans ces aventures, et on se sentait pas forcément capable de tout. On avait juste une grosse motivation, du coup chacune dans différents domaines, mais on avait juste une grosse motivation, une grosse envie de rencontrer des gens, de faire des choses de nos petits doigts, et il y a plein de choses qu'on a appris à faire sur le tas et qu'on a fait malgré tout, et comme quoi rien n'est insurmontable, et que si vous avez la motivation et tout, il faut vraiment pas vous mettre de barrières en vous disant que c'est réservé aux autres, et que tout est possible. C'est drôle parce qu'en vous écoutant, j'aurais trop aimé à 20 ans vous connaître, quoi. Je vous jure, j'aurais trop aimé voir cette vidéo à 20 ans, c'est ouf. D'ailleurs, je l'ai montré à mes petits frères direct. Je veux qu'ils fassent comme vous. Est-ce que je peux juste rajouter un mot sur l'Erasmus? C'est par rapport à avant, on parlait du fait que des fois c'était compliqué d'être tous les jours avec des gens qui n'étaient pas de notre culture et tout.
on parlait de l'expérience de Myriam au Brésil où du coup Myriam elle est partie surtout avec des Brésiliens et donc ça a été un gros choc culturel. Moi je voudrais parler de mon expérience en Erasmus. Moi je l'ai fait dans un pays où c'était un peu plus facile. C'est la Hongrie et en l'occurrence Budapest où c'est une grosse ville étudiante. Et l'avantage de mon Erasmus c'est que pour le coup j'étais vraiment avec une communauté internationale. Donc j'ai été avec plein d'étudiants qui venaient de toute l'Europe et qui vivaient un peu la même chose que moi, de se retrouver pour la première fois tout seul dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et donc d'un côté je suis sûrement un peu passée à côté de plein de trucs du pays, de plein de trucs de la Hongrie que j'aurais pu découvrir si j'étais restée tout le temps avec des Hongrois. En même temps, des Hongrois, j'en ai rencontré aussi. Mais d'un autre côté, pour une première expérience à l'international, c'était un bon compromis à la fois de partir loin de chez moi et à la fois d'être avec des gens qui vivaient la même chose que moi. Donc c'était cool, toute la journée je parlais en anglais, donc j'étais pas dans ma langue. Et puis je trouve que c'est vraiment génial d'être avec une communauté de gens qui sont à l'international parce que tu passes ta vie à te demander et toi tu dis ça comment en Grèce et ça se passe comment au Portugal et patati patata. Et voilà, et pour moi je trouve que c'est un bon compromis pour partir à l'étranger, de d'abord partir avec des gens qui vivent la même chose que toi. Et si t'as pas envie de rester qu'avec des Français tout le temps, partir avec d'autres internationaux comme toi avant de partir en Inde avec que des Indiens par exemple. Ça peut être bien d'y aller par étapes. Et toi t'avais un autre? Non mais du coup, quelque chose qui recoupe un peu tout, c'est sur la prise d'indépendance et l'autonomie et la confiance en soi, surtout que toutes ces expériences apportent. Même si ça nous met vraiment en situation d'inconfort parfois, où il y a évidemment des hauts et des bas, des baisses de régime, mais je pense qu'au long terme, ça apporte une énorme confiance en soi de se dire que je me croyais pas capable de ça et pourtant j'en suis revenue et je l'ai fait quoi. Seule ou individuellement ou en groupe, ou quel que soit Donc à refaire, vous conditions. referiez tout pareil. Vous repartirez à refaire. Ouais, à continuer quoi. Du coup, j'espère que vous aurez appris plein de trucs et que ça vous aura donné envie de voyager. Si jamais vous avez des questions, vous mettez tout dans les commentaires et comme ça, les filles, elles sont obligées de venir pour répondre à toutes vos questions. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus? Merci beaucoup. Ouais. Tu vas mettre les liens aussi de... Je mets tous les liens de tout ce dont elles ont parlé dans les commentaires pour que vous puissiez retrouver. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup les filles. Merci à Y a toi. pas de quoi, avec plaisir. Et je disais que j'aurais bien aimé être leur pote à 20 ans parce que je me serais cassée direct. J'aurais pas attendu 30 ans pour faire ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain matin pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Salut. Salut.